Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour et bienvenue. Votre magazine hebdomadaire Cheben vous revient. Et c'est pour nous en tenir avec le directeur général de l'Agence pour la construction des bâtiments et édifices publics du Sénégal, monsieur Amady Dieng, membre de Benno Bokk Yakaar. Il est du Fouta, précisément de Kanel, professeur de mathématiques, ancien du ministère de l'Intérieur où il s'occupait des constructions également. C'est avec plaisir, avec déférence que nous le recevons pour parler avec lui de l'actualité de la semaine, des élections locales et pas mal d'autres problématiques que nous allons aborder avec lui. L'agence a déjà 10 ans, 2011-2021. Ça vous fait juste 1 an à la tête de cette agence. Au départ, tout le monde se disait qu'il était extrêmement difficile de remplacer Socé, mais en 1 an, apparemment, les choses ont véritablement bougé parce qu'il manquait quelques chaînons dans la vie, dans le fonctionnement de cette agence, notamment en bureau de contrôle. C'était votre cheval de bataille. Est-ce que vous avez pu réussir à le mettre en place? Merci beaucoup. Je pense que l'État comme l'administration, c'est une continuité. Et heureusement pour notre pays, nos hommes d'État ont toujours pu se tirer d'affaire. Et je pense que c'est peut-être cette baraka qui m'a aidé moi aussi, dès que je suis arrivé, de pouvoir, avec l'équipe que j'ai trouvée, de réorganiser les choses selon mon schéma, selon mes objectifs. Et je rends grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Je dis que les choses commencent à prendre, on peut dire même la mayonnaise commence à prendre, et que pour l'essentiel, les plus grandes difficultés, si on peut parler de difficultés, sont bien maîtrisées. Et bien sûr, on est en train progressivement de lever les contraintes. Et je pense qu'avec l'aide de Dieu, il n'y a pas de problème. Nous serons au rendez-vous de la performance qui est à la base de mon choix que le président a bien voulu porter sur moi. L'agence n'est-elle pas un peu trop attentiste? Est-ce que vous allez vers ceux qui veulent construire, qui ont des projets, ou on vous sollicite directement? Alors, donc, je pense que le décret qui crée l'agence, déjà, fixe les missions de l'agence. Et la mission fondamentale en ce qui concerne les projets financés par l'État, c'est une mission d'exécution, de déconstruction des ministères de la République du Sénégal. Ça, c'est d'une part. D'autre part, si le financement est apporté par les bailleurs de fonds, nous nous positionnons en tant que maître d'ouvrage délégué. Alors, donc, ça signifie que l'État est censé, pour ne pas dire les démembrements de l'État, donc les ministères et les institutions, sont censés savoir à qui ils doivent s'adresser pour pouvoir, une fois qu'il y a un projet de construction. Bon, c'est vrai, quand vous regardez les résultats tout à l'heure, quand on va en parler, pour l'essentiel, nous avons été portés à travailler fondamentalement et principalement avec 2 ministères. Le ministère de l'enseignement supérieur et le ministère de la formation professionnelle. Alors, je peux dire sur les presque 87 projets, ou bien 88 projets que nous avons, presque les 37 sont de l'enseignement supérieur et les 15 sont de la formation professionnelle. Donc les autres ministères, c'est des projets, 2-3 projets pour l'essentiel. Donc vous vous rendrez compte qu'à la naissance, l'agence ne pouvait pas capter tous les projets de la République. Et par conséquent, je dis qu'il y a eu peut-être une concentration autour de ces 2 ministères, mais en même temps, il n'y a pas eu, et c'est ça qui a manqué, comme vous l'avez dit, il n'y a pas eu non seulement le fait que ces ministères viennent vers nous, peut-être parce que quand même, en passant, je rappelle qu'il y a déjà des ministères, il y avait déjà des ministères qui avaient une direction de construction. Et ces gens n'ont pas pensé qu'une collaboration devait être établie parce que l'agence était plus outillée pour pouvoir les accompagner et les soutenir pour de meilleures conditions dans lesquelles ils peuvent réaliser leur bâtiment. Alors donc, je pense effectivement, vous avez parfaitement raison en faisant constater que ce déplacement vers les autres, vers les institutions de la République, a manqué. Mais c'était lié au fait tout simplement que les 2 axes, enseignement supérieur et formation professionnelle, nous avaient pris beaucoup de temps parce que l'agence venait d'être naître et nous avons hérité des projets qui avaient des difficultés. Parce que vous savez que je rappelle que l'agence a été créée à la suite de la dissolution de la Direction générale des constructions du ministère de l'Urbanisme. Donc, il fallait d'abord hériter de tous les projets qui n'ont pas pu être achevés. Donc, c'est nécessairement des projets à difficulté.
avec beaucoup de difficultés, et des nouveaux projets avec l'arrivée du président de la République qui voulait aussi marquer de ses empreintes les constructions de différents, particulièrement dans le secteur de l'enseignement. Alors, donc, de ce point de vue-là, je pense que vous avez parfaitement raison, mais c'était une direction, pour ne pas dire un objectif, à corriger. Et aujourd'hui, c'est ce que nous avons fait. Nous avons estimé qu'il faut aller vers nos partenaires. Et nos partenaires, ce sont les ministères, ce sont les institutions, ce sont toutes les structures de l'État qui peuvent avoir des projets de construction, et en particulier les collectivités locales. Parce que nous avons pour mission non seulement d'accompagner, mais de conseiller et même de participer à la recherche du financement pour les projets de l'État. Vous-même, vous en avez été victime ou acteur. Vous étiez au ministère de l'Intérieur, direction des constructions. Est-ce qu'à l'époque, vous pensiez à l'agence? Non, je ne pensais pas à l'agence parce que pour la simple et bonne raison que le statu quo, c'était qu'il fallait que le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de l'Intérieur réalise ces projets. Vous savez que la particularité aussi du ministère de l'Intérieur, comme des forces armées, bon, il y a une certaine autonomie qui souvent est envisagée, qui est souvent permis, mais les difficultés toujours étaient là sur le plan technique, parce que ce sont des structures pour lesquelles on n'a jamais doté le personnel qu'il faut. Nous n'avons jamais été dotés du personnel qu'il faut. D'ailleurs, je m'en suis plaint à tous mes ministres, j'en ai parlé, mais je me rappelle d'une phrase que m'avait dit un jour le ministre Ali Ndiaye. Il m'a dit, monsieur Dieng, moi je suis du corps, mais l'ingénieur qui viendra ici, il travaille un an, s'il a autre chose dans le privé, il va partir. Parce que ce qu'on le paye ici dans l'administration, ce qu'on peut le payer dans le privé. Alors donc le seul ingénieur que j'ai pu avoir, c'est celui-là qui était à la direction générale des constitutions avec M. Nguette, et que j'ai pu récupérer par l'intermédiaire d'entrepreneurs qui m'ont conseillé parce qu'il était à quelques trucs de la retraite. Bon, il est venu, il est resté avec moi, et quand il est parti à la retraite, je n'ai pas pu avoir mon autre ingénieur. J'étais obligé de le garder avec moi, et c'est moi qui me débrouillais pour le payer chaque mois, pour le désintéresser parce que ce n'est même pas son salaire. Mais en termes de perspective, elles sont quand même bonnes. Vous avez aujourd'hui tout ce projet de résorption donc, des abris provisoires au niveau du ministère de l'Éducation. Vous avez le ministère de la Santé avec tous ces postes de santé à ériger au Sénégal. Donc véritablement, si la prospection est bonne, l'agence devrait souffler financièrement. Oui, c'est-à-dire que, M. Ben, tout à l'heure, vous m'avez posé une question sur laquelle je n'ai pas terminé la réponse, c'est par rapport au bureau d'études. Moi, quand je suis arrivé, j'ai regardé 3 directions. La première direction, d'abord, c'est l'organisation administrative de l'agence. La réorganisation pour responsabiliser davantage, restructurer l'agence autour d'un organigramme qui peut être le plus efficace possible. Alors, je pense que mes agents ont répondu et aujourd'hui, nous sommes très fonctionnels, nous sommes très pratiques, nous sommes régulièrement sur le terrain parce que notre mission, c'est d'être sur le terrain. La deuxième chose, c'est qu'il fallait techniquement aussi améliorer les conditions de travail des agents. Bien sûr, même si on a une difficulté parce qu'on a rencontré, on est venu au moment où l'achat des voitures est bloqué. Bon, nous avons un vieux parc, ça pose problème. D'ailleurs même, le président de la République avait eu l'amabilité de nous faire une autorisation spéciale, mais cette autorisation spéciale ne pouvait pas remettre en cause un décret qui a été fait. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas pu avoir des voitures, de nouvelles voitures, parce que nous en avons besoin, parce que nous sommes presque pour l'essentiel, la moitié de notre temps sur le terrain. Bon, ensuite, donc, il y a ce volet. Maintenant, il y a le volet technique lié à la mission et au métier de l'agence. C'est pourquoi nous avons créé ce fameux bureau d'études. Aujourd'hui, il est achevé, il est parachevé, le matériel est disponible, la formation a été faite. Nous sommes dans la phase de recrutement de certains techniciens spécifiques qui nous manquaient. Et je pense que la procédure va être peut-être achevée avant le 1er juin, cette date importante pour nous, qui est le jour qui va couronner les 10 ans de travail et de performance de l'agence. Alors, donc, maintenant, le 3e volet, c'est le retour vers les partenaires. C'est-à-dire, c'est cette activité essentielle où je me suis permis de mettre en place une cellule qui est chargée du partenariat, de la communication et des relations publiques. Et je pense que là aussi, elle est en train de faire son jeu, son parcours. Et les résultats aujourd'hui sont très appréciables parce que nous avons presque rencontré plus de 20 structures ministérielles et structures de l'État et où vraiment les résultats semblent en perspective pour pouvoir être très bonnes dans l'intérêt de la République parce qu'il y va de soi que si nous sommes dans nos missions
et qu'on nous permet de travailler comme le décret le stipule dans le cadre de nos missions, c'est seulement l'État qui va gagner et les missions régaliennes qui vont gagner. Voilà globalement la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et je pense en perspective, on peut dire que au-delà du bilan qu'on peut faire, depuis 2011, sur 74 projets ont été réalisés, exécutés, réalisés, terminés et livrés au maître d'ouvrage pour un coût de 60 milliards. Aujourd'hui, nous avons dans notre portefeuille 13 projets, et pas des moindres. Si vous avez une idée de la Cour des comptes, la Cour des comptes, c'est un bâtiment gigantesque où il y a 250 bureaux et pour un coût presque 10 milliards. Alors, c'est un projet qui date de 2009, je pense, qui a connu des difficultés, mais aujourd'hui, nous sommes presque dans 2 ou 3 mois, nous allons le livrer. Alors ça, c'est un challenge pour moi et pour tous les agents avec lesquels je travaille. Ensuite, il y a bien sûr l'ISEP de Thiès, qui est aussi une structure extrêmement importante dans le cadre de la stratégie politique en direction de l'enseignement de la formation professionnelle du président, qu'on va peut-être réceptionner dans moins d'1 mois. Et il y a l'extension de l'université de Thiès. Ce qui surprend dans votre discours, c'est ce souci de la performance. D'habitude, un politicien, quand il est nommé à un poste de responsabilité, il pense plus à entretenir sa base, à sa clientèle politique, qu'à des performances pour mettre en valeur, en exergue, cette vision du président de la République. Oui, moi je ne suis pas un politicien. Je n'ai jamais été un politicien et j'ai toujours refusé d'être un politicien. Je suis un politique. Et ce n'est pas la même chose. Ce qui fait que ce qui me lie au président de la République, d'ailleurs, en passant, je lui dis que ce petit frère, je l'ai rencontré en 1982. C'est moi qui l'ai accueilli à l'université, à la faculté des sciences, où il était préparé son truc d'ingénieur en sciences de la Terre. Alors, il m'a connu et j'ai toujours le plaisir de rappeler qu'en ce temps-là, c'est lui qui m'applaudissait, c'est lui qui m'admirait dans la foule des étudiants que j'ai dirigés. Et aujourd'hui, il est devenu mon patron. Donc, il n'y a que des relations de vérité entre moi et le président de la République. Et moi, je suis venu en politique, non pas pour chercher une position, parce que je l'ai commencé quand j'avais 13 ans. Donc, j'ai été formé dans le mouvement de tous les militants qui ont adhéré à la gauche sénégalaise. Donc, j'étais André d'abord, avant de venir rencontrer le président Macky Sall, qui lui-même est passé par cette structure. Donc, les relations sont des relations de vérité. Et les missions régaliennes, tant qu'on ne comprendra pas qu'il ne faut pas les confondre avec les missions politiques, on a tout faux. Je pense que quand on est dans une structure pareille, moi je suis un scientifique, je ne suis pas un littéraire, je ne vais pas m'embrouiller dans des discours ou bien dans des considérations sans tenir compte de pourquoi le président de la République m'a fait confiance et m'a amené à cette structure-là. C'est pourquoi ici, c'est l'orthodoxie de la Constitution, c'est le respect des normes. Je n'ai aucun intérêt de me précipiter, de ne pas respecter les situations pour dire je veux qu'un mur soit érigé, qu'un bâtiment soit construit, pour que le président en passant ici, c'est ce que je suis en train de travailler. Je suis en train de le tromper. Non, il faut respecter les normes, il faut respecter ce que les normes de construction ont édité, les matériaux qu'il faudra utiliser et respecter toutes les procédures administratives éditées par la direction des marchés. Je pense que c'est cela qui va nous permettre de construire quelque chose de solide et d'avancer dans la perspective d'un développement émergent pour notre pays. Le 13 janvier 2017, le président recevait la rampe, le mouvement que vous avez mis en place pour le soutenir. Il y a eu une conférence nationale 2 mois auparavant. Aujourd'hui, cette vision du président, qu'est-ce qui la plombe? Est-ce parce que le président n'a pas un état-major assez étoffé, des hommes qui préfèrent tout ce qui est concret, comme vous disiez tout à l'heure, ou bien c'est quoi le problème? Parfois c'est un problème de casting de sa part. Oui, je pense que d'ailleurs je lui ai dit, parce que moi, à mes relations avec le président, je n'ai pas d'intermédiaire. Soit il a le temps, il m'écoute, il me parle, soit il n'a pas le temps, j'attends le temps qu'il aura pour moi. Je pense que le président de la République, à 3 niveaux, est excellent. D'abord dans sa vision. Ensuite, dans son programme, le plan Sénégal émergent. Et ensuite, dans sa stratégie politique, l'ouverture et les réformes. C'est-à-dire, si ses partisans avaient compris le contenu de ce triptyque-là, beaucoup de choses allaient être réglées. Mais la vérité, c'est qu'il y en a qui ne comprennent pas. Ça, c'est un. 2, il y en a qui comprennent, qui s'en foutent éperdument de ce que le président veut. Ce qu'il développe, c'est des attitudes pour gagner la confiance du président. Et dès qu'il gagne cette confiance et le président leur confie les choses,
ils font ce qu'ils veulent. Ils oublient le programme du président, ils oublient la vision du président, ils oublient la stratégie du président, ils ne s'occupent que de leurs intérêts personnels. Et ces gens-là sont autour du président. Et c'est le président qui les a choisis, parce qu'il leur a fait confiance. Et je pense qu'on ne peut pas refuser à un chef de faire confiance à quelqu'un. Mais c'est toi le responsable qui a adhéré librement à une vision, à un programme et à une stratégie, qui a adhéré librement au choix d'un homme. Alors, de savoir que tu ne l'as pas fait pour l'homme lui-même, mais tu l'as fait pour ton pays. Tu l'as fait pour l'avenir d'une jeunesse et d'un peuple. Parce que le peuple est vigilant. Les événements qui sont passés ne prouvent rien d'autre que le peuple n'a pas été content. Ce n'est pas une question de nombre. Vous comprenez donc la réaction de ce peuple-là en mars dernier? Absolument. Ce n'est pas une remise en cause, ce n'est pas un rejet du président de la République ni de son programme. Il y a des circonstances qui ont été créées, il y a une brèche qui a été ouverte dans une situation de difficulté. Avec la pandémie, avec les couvre-feux, même ceux qui gagnaient peu leur vie ont été privés de ça. Mais personne ne pouvait comprendre qu'un problème privé soit transformé en problème national. Alors que les préoccupations de chacun des Sénégalais étaient autre chose. C'est inadmissible dans la gestion. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'au niveau politique, nous avons des limites. Mais de façon macro, de façon globale, notre pays a un problème. Et moi, je suis inquiet. Notre problème, c'est que je me demande si encore la morale est dans ce pays-là. Si encore les gens croient à l'État. Si encore les gens croient à la République. Notre administration, elle regorge de compétences absolues. Mais elle est gangrénée par la corruption. Les gens disent les politiques, c'est pas vrai. Tous les régimes politiques qui sont passés, on a été confrontés au même problème de corruption. Ça signifie que ce n'est pas les politiques, c'est l'administration. C'est-à-dire la base de cette corruption-là, c'est au sein de l'administration. Malgré tous les corps de contrôle existants au Sénégal. Mais bien sûr, c'est ça le problème, c'est ça la grande question. Et aujourd'hui, ça déteint sur même le respect par rapport à ces corps de contrôle. Les gens commencent à douter de ces corps de contrôle. Et je dis que, le président l'a dit avec beaucoup d'amertume la dernière fois en disant, comment on peut comprendre que des jeunes se lèvent pour aller attaquer des gendarmeries, aller attaquer des postes de police, qui sont les vrais moyens de leur sécurité et de leur survie. Vous avez été au ministère de l'Intérieur. Pour pas mal de Sénégalais, ça a démontré une certaine faiblesse de l'État. Vous qui avez été au cœur du dispositif, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui que véritablement l'État n'est pas faible et rassurer les Sénégalais? Non, je suis convaincu que l'État ne peut pas être faible. Mais il y a des faiblesses dans l'État. Il y a des hommes faibles dans l'État. Mais l'État, dans sa vérité, dans sa réalité, ne peut pas être faible. Mais il y a des faiblesses dans l'État. Et c'est ça qui pose des problèmes. J'ai entendu hier un débat extrêmement important. J'étais fier de mon armée quand j'ai entendu qu'ils ont, pour l'essentiel, nettoyé la Casamance, ramené les populations dans leur site. Mais la question que je me suis toujours posée et qui reste jusqu'à présent sans réponse, ceux-là qui étaient dans ces cantonnements, qui étaient dans ces rebelles, qui étaient armés, après les avoir démobilisés, ils sont partis où? Ouais. C'est une question jusqu'à présent par rapport. On n'a aucune réponse de l'armée. Quand je vois le ministère de l'armée parler, je pensais qu'il allait au moins donner une réponse par rapport à ça. Quand je vois des manifestations de jeunes, face à la police, je vois des nervis dans des voitures identifiées intervenir et que le ministère de l'Intérieur ne peut pas donner des précisions par rapport à ça, j'ai un problème. Mais ça, c'est votre camp. Mais bien sûr. Aujourd'hui, la question ne se pose plus en termes de camp. Notre camp à nous tous, c'est le Sénégal. Le camp à nous tous, c'est la démocratie, la République et l'État. Nous sommes totalement éradiquer ces nervis. Nous sommes tous des passants. C'était Senghor. J'ai fait face à Senghor, moi. La première délégation, quand je suis venu à l'université en 1977, qui devait aller négocier avec Senghor à la suite d'une grève, avec Djibril Sène, l'ancien ministre de l'Éducation nationale. J'en faisais partie, j'étais le plus jeune. J'ai vu Abdou Diouf gérer, j'ai vu Abdoulaye Wade gérer, j'ai vu Macky Sall gérer. Mais on a un problème. Notre administration ne regorge plus de valeureux fils du Sénégal qui connaissent l'État. Depuis Abdoulaye Wade. C'est normal, c'est des générations. La nouvelle génération qui est dans notre administration, la plupart, soit ils connaissent qu'ils ne s'en foutent,
soit ils ne connaissent pas. Ils sont autour de leurs intérêts personnels. Et vous expliquez comment? Problème de formation, c'est toujours les mêmes structures. Je pense que ce n'est pas une question de formation, c'est les mentalités qui ont changé. C'est l'homme sénégalais qui a changé. L'homme d'hier savait ce que signifie le Jom et la Kersa. Savait ce que signifie l'État. Non pas à partir de son cours magistral, mais à partir de son vécu. Depuis la base, son éducation, à la maison, la cellule familiale. Absolument. On savait respecter la police, on savait respecter la gendarmerie, on savait respecter notre justice qui est chantée à travers le monde. Mais nous, notre police, notre armée chantée à travers le monde, mais nous le piétinons chez nous. Il y a Serigne Dabakh qui disait nit du ki bopam je sais pas du tagg bopam du fàtte bopam du condamner bopam. C'est-à-dire tu ne peux pas bu noo nekk ak sa nawle nga xam ne déjà avec les culture toi tu te flagelles toi-même mënoo toog di wax man di wax lu nga def du baax yow lu ñu def du baax baaxul lu ñu def du baaxul y a un problème. Mais quand même les gens ne peuvent pas nous chanter et nous à chaque fois nous sommes dans le sens contraire. Dañu bëgg yàq suñu réew c'est-à-dire on ne respecte pas notre pays. Et ça pose énormément de problèmes. Pour des raisons subjectives et crypto-personnelles. Pour des raisons de pouvoir personnel. L'arrogance, la gabegie, la malgouvernance parfois. Bien sûr. Ce sont des tares qui plomment tout ce que veut le président. Les problèmes de Macky Sall et du Gala, c'est la question de la gouvernance. Et la quantité de gouvernance, c'est dans le choix des hommes, particulièrement. Parce que dans les stratégies, dans les politiques, il est extraordinaire. Parce que quand même, si vous regardez le débat sur le plan national, on n'attaque jamais le programme Macky Sall. On n'attaque jamais la stratégie de Macky Sall. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un combat face aux autres, il les gagne. Parce qu'il a pu convaincre. Dans sa coalition, regarde un peu ce qui est autour de la coalition de Macky Sall. Parce que les principaux leaders d'hier et d'aujourd'hui sont en dedans. Quand j'écoute tout ce qu'on dit au niveau de l'emploi, j'ai un problème. J'ai un problème. Parce que tout simplement, je suis convaincu que sur 100 personnes qui entreprennent pour la première fois, il n'y aura pas 10 qui vont s'en sortir. L'entrepreneuriat ne peut pas être rapide. Peut-être trouver un financement, ça peut être rapide, mais l'entrepreneuriat ne peut pas être rapide. C'est toute une vie. C'est toute une vie. Parce que ce n'est pas le fait d'avoir un projet ou bien d'avoir un financement qu'on a réussi l'entrepreneuriat. Or, ce qui nous intéressera dans la notion de l'entrepreneuriat, c'est la réussite. C'est la finalité. Et justement, il y a des démarches, pour moi, ce sont des démarches plus politiciennes que des démarches de spécialistes, de techniciens qui parlent, qui commencent et qui savent où ils vont et qui créent les conditions pour y aller. Donc les 450 milliards mobilisés pour l'emploi des jeunes, vous pensez que ce ne sera pas une bonne solution? Non, c'est pas que ça ne soit pas. L'argent peut débloquer, mais le président de la République dit qu'il a déjà mis 600 milliards dans les trucs des jeunes. Mais l'impact est où? Tu crois que les Sénégalais vont rester à dire que oui, il a mis ceci, il a mis cela. Mais ce qui intéressera les Sénégalais, mais où sont les résultats? Parce qu'une chose est de mettre, une deuxième chose, c'est qu'on voit les résultats. Ce qui intéressera ce pays, intéressera cette génération-là, c'est que est-ce qu'il y a des résultats? Le président de la République l'a dit, certainement il y a des résultats, mais c'est des résultats insuffisants. Mais insuffisants comparé à quoi? Si ce qu'on avait mis a été très bien utilisé, dans la direction indiquée et souhaitée, ça allait être suffisant, ça devait être suffisant. Ça signifie que il y a eu détournement d'objectifs. La gestion a été mal faite. Et c'est pourquoi. Moi, je pense qu'il y a une question fondamentale. Tant qu'on n'apprendra pas à mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, quand on n'apprendra pas à distinguer les missions de la République des missions politiciennes, on ne va pas s'en sortir. Mais c'est difficile aujourd'hui de les distinguer puisque ce sont les hommes politiques qu'on place à ces postes. Mais les hommes politiques n'ont pas le droit de prendre les deniers publics dédiés à la République et aux missions régaliennes pour prendre ça pour faire des meetings et pour
pour faire des achats de conscience. Non, mais M. Dieng, je veux dire, vous êtes de Kanel, aujourd'hui vous êtes à Dakar, vous vivez à Dakar, et les week-ends, vous êtes obligé d'aller à week-end, d'aller à Kanel, d'en tenir la base, de faire des actions sociales, parce que vous avez vraiment prôné pendant longtemps les filets sociaux. Mais comment vous allez vous y prendre? Tout le monde va penser que maintenant qu'il est nommé directeur général, il va, à partir du budget de son agence, épuiser pour pouvoir en tenir. C'est inadmissible, M. Ben. Le budget n'est pas fait pour ça. C'est pourquoi quand tu puisses dans ton budget pour faire ça, tu ne feras pas ce que le budget devait faire. Mais c'est inadmissible. Vous auriez alors cautionné, si je vous suis bien, la levée de fonds organisée par le député Ousmane Sonko pour son parti? Mais vous savez, moi je parle du fait simple, que tant qu'on respecte les règles de la République, moi je ne vois pas de problème. Et ce qui est inadmissible, c'est qu'on puisse faire quelque chose et qu'on refuse de respecter les règles de la République. La levée de fonds est réglementée dans ce pays-là. C'est uniquement ça. Parce que nous vivons une période, à la limite, dangereuse. Les risques sont partout. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient verser 100 millions à quelqu'un, la transaction doit être visible, doit être traçable. C'est uniquement ça. Mais si la transaction est traçable, qu'elle est légale, où est le problème? Mais qu'on se mette dans une tribune, que quelqu'un vient, il vient en sac avec un sac plein de millions, il dépose. Ça, c'est des risques pour le pays. Ensuite, les déclarations politiciennes ne servent pas à la politique. C'est-à-dire que nous avons travaillé dans des structures où il fallait aller chercher l'argent à tous les niveaux. Mais on ne sait pas à la place publique qu'on le dit. C'est-à-dire que l'autre problème que nous avons dans ce pays, c'est que notre relève politique est médiocre. Les gens n'avancent pas dans la réflexion. Ils avancent dans l'abus d'accusation, dans l'abus de recherche de buzz, dans l'abus d'affaiblissement de l'État par les discours et les propos qu'ils tiennent. Or, l'État n'appartient à personne. L'État, c'est nous tous. Et quand on l'affaiblit, et que demain qu'on le prendra, on va payer on va payer les pots cassés. Il faut laisser l'État fort. Il faut laisser la République forte. Et j'ai entendu quelqu'un hier parler d'un consensus. C'est autour de ça qu'il faut chercher un consensus. Pour que nul n'ignore, que ce soit les responsables, que ce soit le peuple. Je vous ai entendu dire que la politique est une activité collégiale. Alors, quand le président Sall veut réduire à sa plus simple expression l'opposition, est-ce que ça renforce notre démocratie? Est-ce que ça renforce l'État? Non, je pense que le président de la République, il l'a dit, mais c'est une boutade. Vous savez, il faut savoir lire, une fois la parole prise, ce que l'un et les autres disent. Le combat, ce n'est pas un combat antagonique entre le pouvoir et l'opposition. Ça ne doit jamais être un combat antagonique. C'est une adversité. C'est des contradictions au sein du peuple, comme nous on le théorisait. On le règle par la dynamique naturelle, mais aussi par l'apport de chacun d'entre nous. C'est dans cette relation-là. Même s'il a dit qu'il réduit l'opposition à sa prise de décision, mais il a toujours ouvert ses portes pour discuter avec l'opposition. Donc c'est une boutade. Ça veut dire que ce qu'il a dit n'est pas sa pratique. Maintenant, et je pense qu'il a raison, et c'est naturel, de vouloir composer avec le maximum de Sénégalais possible. Parce que ce pays-là n'appartient à personne. Et ce pays-là, personne n'a la solution définitive. C'est pourquoi j'ai toujours combattu ce qu'on a appelé la transhumance. La transhumance n'est pas politique. La transhumance, tu ne trouveras dans aucun classique politique la notion de transhumance. Sauf au Sénégal. Sauf au Sénégal. Regarde en France, avec le parti de Macron. Mais ces gens sont venus de partout. Mais tu n'as jamais entendu les gens théoriser la transhumance. Alors, donc, de ce point de vue-là, et le résultat de l'acte, c'est quoi? Quand on reçoit un transhumant, on est content, on applaudit. Quand on le perd, on parle de transhumance, on crie.
Donc ça signifie que ce n'est pas une notion politique. Donc voir ces anciens candidats à l'élection présidentielle aux côtés du président ne vous dérange pas? Non, absolument pas. Absolument pas. Parce que l'appel, c'est autour d'une vision. J'ai écouté le jeune ministre du numérique, le gars de Thiès. Yankoba. Mais quand il était dans l'opposition, tu l'écoutais, tu avais dit qu'il ne comprend rien de ce que le président est en train de faire, il ne comprend rien du programme du président. Mais aujourd'hui, quand tu l'entends parler, tu sais que ce jeune-là, il est imprégné et il maîtrise parfaitement ce que le président est en train de faire et ce que le président veut faire. Et ça, il faut regarder les choses. C'est-à-dire qu'on peut être dans une position, ne pas être d'accord, parce qu'on n'a pas compris, parce qu'on n'a pas adhéré. Mais quand on fait le mouvement, on a compris, on a adhéré, mais on vient, on défend. C'est pourquoi j'ai dit que le consensus aujourd'hui, et je l'ai dit au président, j'ai dit au président, le citoyen Macky Sall, moi, aujourd'hui, ne m'intéresse plus. Le citoyen Macky Sall ne m'intéresse plus, le président Macky Sall ne m'intéresse plus. Ce qui m'intéresse, c'est la vision du président. C'est son programme et sa stratégie. Et c'est autour de ça que je dois travailler. C'est pourquoi d'ailleurs, vous m'avez posé la question tout à l'heure, la rampe, les slogans autour desquels nous sommes organisés, c'est d'impulser la vision du président et de soutenir ses actions. C'est ça qui justifie cette déclinaison au niveau local du PSE en programme Canel Émergent. Oui, Canel Émergent est un projet de tout le monde, de tout le département de Canel, dans lequel nous avons participé et que nous soutenons. Bon, il n'a pas fait de résultats globalement, mais l'idée était généreuse. Quand vous parlez de département, ça veut dire que la mairie ne vous intéresse pas, maintenant c'est le département. Ah oui, la mairie m'a intéressé en 2014, maintenant la mairie ne m'intéresse pas. J'ai un autre candidat qui pour moi est beaucoup plus apte, parce que aussi, moi j'ai libéré la mairie et je me positionnerai pour le département de Canel, le conseil départemental. Le Fouta a tout donné au président de la République en termes de voix, bien sûr, de scrutin. Mais derrière, à part cette route qui va à Matam, on a l'impression que le président a oublié le Fouta. Bon, je ne suis pas d'accord. Le président n'a jamais oublié le Fouta. Parce qu'en vérité, le président a donné tout au Fouta. Regarde le nombre de cadres que le président a pris à côté de lui, dans le cadre de sa gouvernance. Beaucoup de choses ont été faites dans le Fouta. Mais est-ce que ça a été bien fait? C'est la grande question. Est-ce que c'est arrivé aux populations? C'est la grande question. Est-ce que nos divisions éternelles, nos querelles éternelles dans le Fouta n'ont pas terni non seulement ce que le président a fait, mais ce que le président veut faire pour nous? Je l'ai dit dans mon département, j'ai dit, moi j'ai un problème, moi je suis qu'un clan. Moi, je n'ai qu'un seul patron et qu'un seul chef, c'est le président de la République. Vous le savez tous. Le président est allé jusqu'à dire, Hamadi, c'est moi qui le gère. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles je ne serai jamais d'accord. Je leur ai dit, tant que nous serons 2, 3, 4 groupes, chacun veut parler au président, chacun veut être vu par le président comme représentant du Fouta, nous n'aurons jamais rien. Le président a d'autres choses à gérer que de gérer des conflits. Pour lui, l'essentiel, c'est qu'il gagne. Si nous ne pouvons pas être ensemble, décliner le programme de développement de notre zone, nous mettre ensemble pour pouvoir aller chercher nous-mêmes, de par nos relations, de par nos positions, des financements ou des partenaires pour développer notre pays, mais la responsabilité, ce n'est pas le président, c'est nous-mêmes. Parce que les fondamentaux sont en place. L'essentiel, sur les bases essentielles sont mises en place. Nous sommes, dans la plupart des cas, les responsables de ces structures. Mais nous les utilisons contre nous-mêmes. Dans nos querelles intestines, dans nos considérations subjectives. Mais on ne va pas s'en sortir. Mais pour moi, pour le Fouta, le président a fait. Mais comme tout le Sénégal, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il n'a jamais prétendu terminer tout donner aux Sénégalais régler tous les problèmes des Sénégalais. Il n'a jamais prétendu. Il l'avait reconnu, il a fait. Mais c'est insuffisant. Et ce sera toujours insuffisant, Ben. Puisqu'on parle de Canel, l'opposition, la société civile, rue dans les brancards pour demander la tenue des élections locales d'ici la fin de l'année 2021. Vous-même, vous le preniez à l'époque. Est-ce toujours le cas? Ou bien il faut continuer? C'est toujours le cas. Je n'ai jamais accepté que la République, l'État, prétexte
que c'est l'opposition qui nous a dit, c'est l'opposition qui veut pour ne pas respecter le calendrier républicain. C'est inadmissible pour quelqu'un qui gère. La République n'appartient pas au pouvoir. Il appartient au peuple. C'est le peuple qui avait élu ces gens-là en 2014 pour un mandat bien déterminé. Personne d'autre n'a le droit de remettre ça en cause si l'échéance est arrivée. Quelle que soit la demande, le seul juge, c'est le peuple. Donc je crois que les prétextes avancés, soit disant que si c'est reporté, c'est à cause de l'opposition, je ne suis pas d'accord. Ça c'est un. De deux, il faudrait qu'on fasse très attention. C'est-à-dire que tout à l'heure on en parlait. Nos mairies sont devenues des structures corruptives et corrompues, qui ne sont pas autour des intérêts de ceux qui les ont élus. Et c'est flagrant. Corruptives comment? Corruptives parce que dans tous les dossiers qu'ils développent, que ce soit le foncier, que ce soit autre chose, c'est des problèmes tous les jours. Il n'y a pas une mairie, une seule, où il n'y a pas de problème foncier. On a peut-être les mairies où il n'y a pas de foncier, où il n'y a plus de foncier. Donc je pense que le renouvellement régulier de ces structures-là est indispensable. Imaginez-vous, ces gens-là bientôt vont avoir 2 mandats. Contre l'avis du peuple sénégalais. Tout ça, c'est des éléments de frustration. Donc c'est pourquoi je disais, en vérité, le président de la République, le président Macky Sall, n'a pas perdu une majorité. Ce sont ceux-là qui l'ont élu qui ne sont pas contents. Parmi lesquels, il y a même des responsables qui ne sont pas contents. Des frustrés en notre sein. Qui ne lâchent pas, qui ne lâcheront jamais, mais qui ne sont pas contents. Hier, j'ai entendu un discours. Avant celui-là, j'ai entendu le président parler. Je ne suis pas d'accord avec cette façon de parler. Dire que ce qui s'est passé ne se reproduira plus. Si les conditions objectives qui ont prévalu pour que ça se passe, si ça continue à être, ça va se repasser. Et pour demain, ce sera pire. Mais est-ce que vous corrigez? Puisqu'on a vu en termes de riposte, ce que les membres de Benno Bokk Yakaar et de l'APR proposent, c'est des meetings tous associés pour montrer au président que c'est une riposte subjective et opportuniste. Parce que la question qui se pose, et je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est ni un problème de légitimité, ni un problème de rejet. C'est un désaccord qui a été exprimé. C'est un désaccord qui a été exprimé. Et ceux qui l'ont exprimé, parmi eux, il y a des partisans de Macky Sall. Il y a des gens qui ont élu Macky Sall et demain ils vont l'élire encore. S'il y a une élection à faire. Non, lui, il n'a plus d'élection. Non, non. Mais il y a les locales. C'est aussi lui. Donc, je pense que la réponse n'était pas ces meetings-là. Ouais. Non. Pour montrer qu'on a la force, pour montrer que les gens sont avec Macky Sall. Mais c'est évident pour un observateur. Ceux qui ont manifesté, c'est combien de personnes par rapport au peuple sénégalais. Mais ce n'est pas ça qu'il faut lire. Il y en a qui sont chez eux, qui n'ont pas manifesté, mais qui ne sont pas d'accord, qui sont fâchés, qui ne sont pas contents. Alors donc, ce qui fait que... C'est quoi? C'est la malgouvernance, c'est l'absence de la redistribution correcte des richesses? C'est-à-dire que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est parce que les instructions données par le président, nous ne les respectons pas. Mais pourquoi il ne sanctionne pas? Il sanctionne. Si par exemple un ministre ne fait pas le job. Mais il a sanctionné. Mais quelque part, il faut qu'il fasse confiance encore à d'autres. Et ces mêmes gens, presque, ils sont dans... C'est-à-dire qu'il y a un fond lié même à la structure de notre République. Non, parce que tout le monde s'attendait à un remaniement très rapidement. Mais peut-être il va le faire. Donnons-lui le temps. Parce que aussi, ça ne sert à rien de se précipiter, de refaire la même chose. Mais il a dit, tolérance zéro. J'y crois. Mais est-ce que ceux qui sont autour de lui vont l'aider à le réaliser? Et c'est là où je veux insister. Ceux qui sont autour de lui. Absolument. Vous savez... Le président peut être un otage? Je ne dirais pas qu'il est un otage, mais il est seul. Il est seul dans cette autre logique qui veut que ceux qui sont autour de lui ne travaillent que pour eux-mêmes. Ne travaillent que pour leurs intérêts, pour l'influencer dans le sens voulu.
Et c'est ça le danger. Et les événements du mois de mars, il y a 3 acteurs essentiellement. Lesquels? Peut-être il y a Sonko qui a été cette étincelle. Il y a le Sénégal et les Sénégalais qui ne sont pas contents, mais il y a nous qui gérons l'État. Pour moi, Sonko a été dans sa mission. C'est un opposant. C'est aux Sénégalais de le juger. Si je devais donner un avis en tant que Sénégalais, je sais qu'il a tout faux. Mais ce n'est que mon jugement. Les Sénégalais ont jugé, mais il fallait qu'ils s'appuient sur quelque chose. Ils sont appuyés sur la situation qui prévalait pour dire ce qu'ils veulent et ce qu'ils pensent. Il fallait un contexte et un prétexte. Il fallait un contexte et un prétexte. Mais nous, l'administration, le pouvoir, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons été absents. Nous ne nous sommes pas assumés. Et on a fait des cascades de fautes, pas des erreurs, de fautes inadmissibles dans la gestion de l'État. Et moi, profondément convaincu, c'est un groupe d'individus qui ont piloté cette affaire, qui ont lamentablement échoué. Parce que, ils n'ont pas pu faire l'analyse concrète d'une situation concrète. La phase où on était, avec la Covid qui tuait tous les jours, avec une jeunesse désemparée, on le vivait tous les jours au soir du couvre-feu, dans les arrêts de taxis et de bus, dans les quartiers. Il n'était jamais compréhensible, personne ne pouvait le comprendre, de déplacer cette vérité-là pour la remplacer par un fait divers qui devient un problème national. On a fait croire au président et on l'a forcé pour qu'il le comprenne et qu'il l'accepte. Qu'il tenait le bon bout, que tout est réglé, que la voie est balisée, alors qu'il ne maîtrisait rien. Il n'avait ni le courage, ni la forte analyse de pouvoir convaincre quiconque. Même dans nos propres rangs, on n'était pas convaincus de ce qui se faisait. Et les résultats l'ont montré. On dit que des gens ont fui, des gens se sont cachés, des gens n'ont pas parlé. Mais on va parler de quoi? Ouais. Moi, si je devais parler, c'est ma préoccupation. Ma préoccupation, c'est la situation des Sénégalais. C'est les difficultés dans lesquelles nous sommes. C'est le respect des barrières pour ne pas prendre la Covid. C'était ça le discours. On oublie tout ça, on balaye tout ça et nous parle d'un problème privé. Justement, s'agissant de problèmes privés, je ne peux pas ne pas vous interpeller par rapport à ce sujet. Vous êtes professeur de mathématiques pendant plus de 20 ans. L'affaire Diary Sow s'était posée juste avant l'histoire de Sonko et Adji Sarr. Vous l'aviez analysé comment? Une jeune Sénégalaise brillante, chantée partout et qui est arrivée en France en prépa, n'a pas pu s'en sortir. C'est encore le problème de niveau, c'est que nous n'en sommes pas au niveau où il fallait, ou c'est juste qu'elle n'a pas su s'adapter? Oui, je pense que au-delà du fait que c'est un problème privé, c'est un problème d'un individu, c'est pas un problème public de façon générale, mais je pense que peut-être c'est les psychologues qui peuvent mieux analyser la personne et la personnalité de celle qui est mise en cause. Parce que vous savez, nous sommes tous des humains. Notre force d'aujourd'hui, en rien n'empêche notre faiblesse de demain. Par conséquent, c'est toujours difficile dans des situations là de se prononcer. Peut-être ceux qui sont avec elle, qui la connaissent, qui connaissent ses origines, qui connaissent les éléments d'influence diverses qui sont autour d'elle, qui connaissent dans quelles conditions elle est arrivée là où elle est arrivée et comment elle a perdu son élan, seuls ces gens-là peuvent apprécier. Mais je demeure convaincu, c'est un cas d'école. C'est bien beau de chanter les gens, mais mieux de les suivre et les accompagner. Parce qu'on est toujours faible dans la vie, parce qu'on rencontre des forces qui sont plus fortes que nous. Qu'est-ce qu'elle a rencontré? Je ne sais pas. Mais certainement, il y a quelque chose qui n'a pas tenu et qui s'est cassé. Vous parlez des éléments d'influence. Au Sénégal, le lobby maraboutique, je me permets de l'appeler comme ça, est assez important. Je vois que
en bon poulard, vous y êtes. Tout à l'heure, en cours d'émission, vous avez eu à citer Abdoulaye Dabakh. Vous estimez qu'on respecte encore ce lobby, ce pouvoir spirituel, comme ça se faisait du temps du président Diouf, par exemple? Bon, alors, vous avez énoncé deux mots, lobby et le pouvoir spirituel. De toute façon, le second. Je suis pour le second, je suis contre pour le premier. Et d'ailleurs, c'est un mal pour ce pays. Souvent, nos présidents et nos responsables sont quelquefois forcés de suivre des directions qui ne sont pas nécessairement dans l'intérêt de la République et de l'État. On vous oblige à prendre quelqu'un comme ministre parce qu'il y a un marabout qui est intervenu. On vous oblige de prendre quelqu'un dans une boîte, la direction d'une boîte, alors que c'est un marabout qui est intervenu. Ça doit s'arrêter. Et vous voyez, quand vous regardez un peu, le président Macky Sall est très allergique à ça. Mais il le subit. Il le subit. Maintenant, en tant que volonté d'équilibre, en tant qu'acteurs, ce sont les Sénégalais aussi, qui agissent selon leur position et selon leurs convictions, basées sur notre croyance. Je suis d'accord. Ils sont un élément d'équilibre essentiel. Mais qu'ils le fassent en tant que républicains. Qu'ils le fassent tout en respectant l'État. L'État, c'est nous, c'est tout le monde. L'État n'est pas une propriété privée. Si l'État est fort, nous serons tous forts. Même eux, dans leur mission. Mais si l'État est faible, aucune force ne peut résister, ne pourra résister. À chaque fois que je visite un bureau, j'y vois la photo du président de la République. Mais chez vous, il y a en plus, c'est le drapeau national. Absolument. Et ça veut dire qu'au quotidien, vous tenez à cette République. Oui, monsieur Ben, moi je continue à penser. Et d'ailleurs, la première fois que je suis venu voir Macky Sall pour adhérer dans son parti, je lui dis deux choses. Monsieur le président de la République, on s'est connus en 1982. Depuis 1982, c'est aujourd'hui que je te revois pour m'asseoir avec toi. Tu as été ministre, tu as été directeur général, tu as été ministre, tu as été premier ministre, tu as été président de l'Assemblée nationale. Je ne suis jamais venu te voir. Et j'ai entendu que tu as demandé après moi plusieurs fois. Aujourd'hui, je suis venu te voir. Parce que j'ai admiré votre façon d'avoir quitté le PDS et Abdoulaye Wade. Et j'estime que tu as besoin d'être appuyé, d'être soutenu pour ne pas y retourner. Donc je suis venu non pas pour être derrière toi, mais je suis venu pour être avec toi. Et ce mot, je pense, à chaque fois que je lui rappelle, ça retentit dans sa tête. Et il sait que de façon permanente et régulière, je suis avec lui. Parce que le jour où je ne serai pas avec lui, ce sera la rupture. Une rupture fraternelle, mais une rupture vraie. Et je suis venu avec lui à cause de ce qu'il prône, à cause de son programme, de sa vision, de sa stratégie. Parce que je suis convaincu qu'il y croit. Et c'est pourquoi je lui dis toujours, Monsieur le Président, moi je ne peux pas vous jeter des fleurs. Je ne peux pas vous chanter. Je prie pour vous, un, et je vous dis la vérité, deux. Parce que je ne peux rien vous donner. Vous avez le pouvoir, vous avez l'argent, vous avez l'expérience, un djar-djar exceptionnel. Qu'est-ce que je peux vous offrir? Vous dire la vérité. Et vous la lui dites? Tous les jours. Il peut être d'accord, il peut ne pas être d'accord. Ma vérité n'est pas la vérité absolue. Il vous arrive d'avoir mal pour lui, de vous dire qu'il est seul, ça me fait très mal, Ben. Et il le sait, je lui ai dit. Ça me fait très mal. Macky Sall ne doit pas être seul. Et il y a une notion qui est développée dans ce pays-là, particulièrement par nous, en disant personne ne peut remplacer Macky Sall. Dans le pays, il n'y a pas quelqu'un qui peut remplacer Macky Sall. C'est faux. Ah bon? Il n'y a que des responsables et des leaders compétents, responsables, aussi bien dans sa partie, dans sa coalition, que dans sa mouvance présidentielle, et qui peut bien tenir les rênes et diriger ce parti et réussir peut-être mieux que Macky Sall.
parce qu'ils vont engranger l'expérience de Macky Sall et les acquis de Macky Sall. Monsieur Amadien, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, Ben. Ça a été un plaisir. C'est partagé. Et ce discours franc pose souvent problème, ça ne vous crée pas des ennemis? Certainement. Mais moi, je ne regarde pas à travers. Je regarde que dans une direction, mon pays, mon État, ma République. Aujourd'hui, directeur général, pouvez-vous dire que demain, à tout moment, vous pouvez partir? Mais justement, j'ai l'habitude de dire à certains que je suis teki avant de rencontrer Macky Sall. Donc je ne suis pas venu avec Macky Sall pour chercher de l'argent, pour chercher une notoriété. J'ai commencé à faire la politique à l'âge de 13 ans. Et ce n'était pas pour de l'argent, ce n'était pas pour une position. J'ai vécu dans la clandestinité presque 10 ans. Donc rien ne m'impressionne. Et mon destin n'appartient à personne. Mon destin n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour moi, pour ma famille, pour mon pays, je ne peux offrir que la vérité, la sincérité et l'honnêteté. Parce que c'est ça qui va rester. Les millions qu'on va engranger, les milliards qu'on va cacher, ne servent à rien. Mais M. Ben, avant de terminer, je voulais faire un appel à M. le Président. Je voulais demander à M. le Président de la République. Et je sais qu'il en est convaincu. Ce pays, c'est notre pays à tous. Et il l'a dit, il le répète toujours. Qu'il continue dans la logique de l'ouverture, mais qu'il mette l'accent sur les réformes. Tant qu'on ne réformera pas dans ce pays, la réussite va être très difficile. Et ensuite, autour de lui, peut-être même très loin de lui, ce Sénégal regorge de compétences absolues. Il sera toujours dans le pouvoir. Du Monseigneur Ngour, quel que soit là où il sera, mais il doit sortir la terre haute, parce que demain, les Sénégalais peuvent lui demander de revenir. Et pour moi, dans le cadre de l'apaisement pour lequel tout le monde appelle, il est important de ne pas suivre une voie la voie de la confrontation. Le rappel de ce qui s'est passé, c'est de l'histoire. Mais le plus important, c'est de parler de l'avenir. C'est vrai, personne ne doit souhaiter que l'avenir puisse être la répétition de l'histoire. Surtout si cette répétition, si ce qui s'est passé dans l'histoire n'est pas positive. Mais attention, ne menaçons personne. Ne travaillons pas ou ne parlons pas de confrontation. Ce pays n'en a pas besoin. Qu'il perde la hauteur. Il l'a déjà dit en disant, je vous ai compris. Qu'il continue dans cette lancée. Merci beaucoup. S'il faut, on en parle. Amnistier Karim Wade et Khalifa Sall. Je suis pour Khalifa Sall, mais pas pour Karim Wade. Parce que Khalifa Sall n'a fait qu'un détournement d'objectif. Il a fauté. Parce qu'il a développé, dans sa position de maire, une position d'adversité par rapport à l'État. Alors que la gestion de la mairie, ce n'était pas ça la mission. On nous dit que tous les autres maires faisaient comme ils faisaient. Mais oui, parce qu'ils étaient dans l'État, ils étaient dans le pouvoir, ils étaient partisans. Donc ils n'utilisaient pas l'État, la mairie contre l'État. Alors que lui, il était dans l'opposition, il utilisait la mairie contre l'État. Mais c'est humain et c'est politiquement acceptable que l'État cherche ses difficultés et ses erreurs et les exploite contre lui. Même si cet argent qui a été pris, il l'a utilisé, il les a donnés aux Sénégalais. Donc pour moi, il a fauté, il a été puni, mais lui, on peut le pardonner. Mais Karim, non. Karim, pour moi, non. Parce que Karim, ce qu'il a fait, c'est les mêmes Sénégalais qui ont reconnu et qui ont constaté dans sa gestion tout ce qu'il faisait. Et jusqu'à présent, il continue à défier l'État. Et pour moi, ça, c'est extrêmement important.
Mais le fait d'amnistier Khalifa, je pense que ça sera quelque chose d'extraordinaire. Parce que les deux cas ne sont pas les mêmes cas. Amady Dieng, je vous remercie. Merci beaucoup, Ben. Mesdames et messieurs, c'était Cheben. Je remercie toute l'équipe technique qui nous a accompagnés aujourd'hui. À la production, Mamadou Digel. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. J'espère que vous avez apprécié, aimé ce discours, ce franc-parler du directeur général de l'Agence de construction des bâtiments et édifices publics du Sénégal, M. Amady Dieng. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Merci beaucoup, Ben. C'est moi.